Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Kala Wadala. Ravi de vous retrouver ce soir. Ce soir, dans Kala Wadala, actualité oblige, nous allons parler de l'insécurité. 3 personnes tuées à Mayotte depuis le début de l'année. On ne parle même pas des blessés très graves, on ne parle pas des mutilés, on ne parle pas des violences psychologiques. On est exposé tous les jours, violences physiques et violences sexuelles également. Cette semaine, Ntsapere, Pamandi, sans parler de Mirereni et Kombani, on fait la une de l'actualité encore avec ces violences, une violence sans nom, sans objectif, sans but, sans limite, a-t-on l'impression. Une violence qui s'arrête du jour au lendemain, parfois sans que l'on en connaisse les raisons et qui peut reprendre aussi subitement. Alors pour en parler, nous avons invité aujourd'hui le maire de Tingoni, Bakar Mohamed. Bonsoir. Bonsoir, Kala. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons invité également Djamalidine Bakar, unité SGP, police nationale. Bonsoir. Djamalidine Djabiri, bonsoir. Djabiri, pardon. Oui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Denouraï Nomkolomaït, premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Bonjour madame, bonjour les Mahorais, bonjour la population de Mamoudzou. Et le procureur de la République, Yann Lebris, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Nous, pour ce débat, nous avons également invité les services de l'État, que ce soit le chef de la police ou le commandant de la gendarmerie ou un représentant de l'État. Mais malheureusement, l'invitation a été refusée parce que les représentants de l'État n'assistent, ne débattent pas. Nous a-t-on répondu. Et donc, on va commencer cette discussion, ce débat avec cette infographie que j'ai envie de vous montrer. Ce sont des chiffres de l'INSEE, une enquête réalisée en 2020 sur l'année 2019 et 2018 et 2019 sur le sentiment d'insécurité des Mahorais. Vous allez voir... 6 Mahorais sur 10, a-t-on envie de dire 60% des Mahorais ne se sentent pas en sécurité à Mayotte contre 26% en France hexagonale. Et je veux commencer par vous, monsieur le procureur. Quand vous voyez ce chiffre, vous dites quoi ? Vous venez de dire que ces chiffres correspondaient à des sondages effectués en 2018-2019. Je pense que si on refaisait un sondage aujourd'hui, ce chiffre de 60% serait encore en augmentation. Voilà, donc j'ai pas d'autres commentaires à faire. Il y a aujourd'hui un sentiment d'insécurité qui est un sentiment d'insécurité réel, qui est partagé par une grande partie de la population mahoraise, que je partage aussi à titre personnel, et qui a des fondements véritables qui sont liés à une augmentation de la délinquance sur le territoire. Djamaldine Djabiri, vous êtes policier, vous êtes sur le terrain au quotidien. Est-ce que pour vous aussi, ces chiffres ne reflètent pas la réalité d'aujourd'hui ? Pour moi, non. D'ailleurs, je m'étonne de voir de tels chiffres parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les journaux, quand vous allez dans les réseaux sociaux, quand vous allez dans les débits de boissons, partout, vous vous rendez compte que la sécurité, c'est un sujet central et cardinal pour les Mahorais. Et tout le reste, malgré les problèmes que connaît Mayotte sur le développement, tout le reste apparaît comme sujet périphérique. Donc, je ne peux pas accepter de tels chiffres, même si officiellement, on ne peut que partir sur ces chiffres-là, puisque c'est l'INSEE. C'est malheureux parce que souvent, on va se baser sur ces chiffres-là pour mener une politique. Regardez ce qui se passe à Mayotte. La délinquance juvénile, avec l'ampleur et la récurrence que l'on connaît, n'existe nulle part en France, nulle part ailleurs en France. Ce qui se passe à Mayotte, c'est phénoménal et c'est d'une gravité extrême. Regardez cette dernière semaine, les 4 policiers qui ont été blessés parce qu'ils sont sur tous les fronts. Et les policiers ne se reposent pas assez, ils sont constamment rappelés. Regardez ce qui se passe à Ntsapere, ça implique des rappels de fonctionnaires. Donc on ne peut pas se contenter d'études. D'ailleurs, on se demande qui c'est qui a été sondé pour donner de tels chiffres. Mais si vous, c'était la première fois qu'il y avait une enquête de réaliser. Si vous, Maître Première, vous êtes journaliste, vous aussi, vous êtes libre de mener de telles enquêtes, vous vous rendrez compte que vous ne tomberez pas sur ces chiffres-là. Alors on se pose la question, qui est-ce qui a été sondé ? Mohamed Bakar, l'association des maires de Mayotte a sorti un communiqué pour demander une rencontre avec le Premier ministre. Vous souhaitez des aides exceptionnelles de l'État pour un renforcement rapide des effectifs des policiers municipaux et vous êtes favorable aussi à une généralisation de la vidéoprotection. Aujourd'hui, vous en êtes arrivé à faire appel au Premier ministre. Ça veut dire que... Est-ce que déjà ça signifie que vous-même vous êtes dépassé sur le terrain ?
Alors, nier ça, ça serait malhonnête. Parce que c'est vrai ce qu'on connaît aujourd'hui depuis quelques années. Hein. Il y a à peu près 5, 6, 7 ans qu'on connaît cette situation. C'est malheureux d'en arriver là. Moi, je voudrais, dans un premier temps, tout d'abord, malgré les critiques qu'on mène sur les forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie, mais saluer le travail que ces gendarmes y font, parce que j'ai vu dans la commune de Tingoni les interventions qu'ils font, et s'il n'y avait pas ces gendarmes, peut-être il y aurait beaucoup plus de morts aujourd'hui. Et les gens, ils se battent pour rien, on ne sait pas pourquoi. Et tous les appels, la société civile, l'État, le département, la commune, tout le monde est passé par là, mais on n'arrive pas à amener la paix, surtout dans le village de Kombani et Mbereri. Donc, 60% des Mahorais qui disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Alors, moi, je dirais que cette enquête, c'est faux, parce qu'il y a plus que 100% des Mahorais qui se sentent un peu qui ne sont pas en sécurité aujourd'hui. Personne à Mayotte ne dira qu'il est en sécurité. Mais je voulais, dans un premier temps, que vous me permettiez, avec l'accord du procureur, dire 2 mots à la commune de Tingoni. Je voulais m'exprimer en Chimaoré en 2 petits mots. Allez-y. D'accord. D'abord, Tsibenze niezi wakazi wa commune ya Tingoni, hususani wakazi wa Imaore pia. Arabuzi nivelehe monwatazi ya harwa ujamaa wa fundi mela afariki leo harwa lidagura Tingoni, wo fundi mbole akojulwana ambao harwa Imaore mengoni mama fundi mabole wa Shimaore bana. Donc Itingoni na Imaore pia Tsibenze rabuzi nwaveleshe ze monwatazi ya bili nakotani zexprime banu mana tikatifanya intervention vanu mait première peut-être wanadamu karashindara elewana itiatasha ushi be harwa izo nakota hatu ikemba wanadamu warege harwa utulivu na salama mana ilo kamba wanadamu warongwa be karashindara elewana. On va avancer, monsieur le maire. Denoraine Mkolomaïti, vous avez souri quand vous l'avez entendu parler de 100% de la population mahoraise en insécurité, mais il a dit autre chose aussi, c'est que ces jeunes se battent sans que l'on ne sache pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, même vous, dans Mamoudzou, on sait que la police municipale de Mamoudzou est quand même mieux équipée que toutes les polices municipales de Mayotte. Vous n'arrivez pas à savoir les raisons de ces violences? Oui, bonsoir Kala, bonsoir à tous. Il faut dire que, comme les autres qui l'ont dit, M. le procureur l'a dit, mes collègues l'ont dit, ces chiffres-là me semblent dérisoires, très dérisoires. Monsieur le maire de Tingoni dit que c'est plus de 100%. Moi, je ne dirais pas ça. Par contre, moi, je pense que quasiment l'ensemble de la société mahoraise aujourd'hui est atteinte physiquement. Si ce n'est pas physiquement, c'est moralement. Au moins, moralement, tout le monde est atteint. Même les délinquants eux-mêmes, on a parlé tout à l'heure, monsieur le maire de Tingoni le disait, ces délinquants-là aussi, ils sont atteints. Et moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on accentue la lutte. Parce que si on ne lutte pas contre ces jeunes-là, qui sont désœuvrés, on verra dans le débat tout à l'heure quand on sera un peu plus loin, mais il y a des causes qui expliquent ces choses-là. En tout cas, nous, à la mairie de Mamoudzou, on n'a pas attendu aujourd'hui pour prendre les choses en main. Vous savez que quand on est arrivé aux affaires en 2020, la première chose qu'on a décidé, c'était la propreté urbaine, cause communale pour les prochaines 10 années. Et tout de suite après, c'est l'insécurité ou la sécurité, ça dépend comment on le prend. Donc nous, on a pris le problème à bras le corps. On a multiplié les embauches au niveau de la police municipale. On a embauché des jeunes. Est-ce que ça marche? On voit que Msapéré explose. Est-ce que ça marche? De toute façon, même si on met 1000 policiers sur Mamoudzou, ça fera que réduire un petit peu ce chiffre-là. Pourquoi vous dites ça? Comment? Pourquoi vous dites que même s'il y avait 1000 policiers, ça veut dire que ça n'est pas une question d'effectifs de police? Alors, ce n'est pas une question d'effectifs de police, parce que le problème, c'est quoi? Vous savez combien des enfants naissent ici, sur le territoire de Mayotte? Vous savez combien de gens rentrent illégalement à Mayotte? On ne contrôle plus rien à Mayotte. C'est ça le problème aujourd'hui. Personne ne contrôle plus rien du tout. Donc, à partir de ce moment-là, on a beau faire toutes les prévisions, on a beau mettre toutes les politiques publiques en place,
on n'y arrivera pas parce qu'on ne sait pas qui est à Mayotte aujourd'hui. Et ça, c'est la question centrale qu'on doit débattre aujourd'hui. Je vais vous relancer, monsieur le procureur, sur ce qu'il vient de dire. On ne contrôle plus rien à Mayotte aujourd'hui? Alors, moi, je ne parle que au niveau de la justice. Au niveau de la justice. Moi, je peux pas partager cette analyse par rapport à la justice. Le constat que je fais aujourd'hui, je rejoins ce qui a pu être dit par le maire de Tsingoni sur l'hommage qu'il a rendu à l'action des services de police et de gendarmerie. Je crois que même s'il y a un sentiment d'insécurité qui existe, il y a aussi une autre réalité. Une insécurité réelle aussi, d'ailleurs. Une insécurité réelle, je l'ai dit, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais il y a aussi un autre constat qui est un constat objectif. C'est qu'on a des services de police et de gendarmerie qui sont extrêmement motivés, efficaces et qui interpellent ceux qui commettent des infractions. Est-ce qu'ils sont suffisants? Permettez-moi de vous couper parce qu'on a des images, alors des fois on conteste un peu ces images que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais on peut voir des policiers ou des gendarmes immobiles face à des jeunes qui lancent des cailloux, qui sont cagoulés, qui sont armés. Pourquoi sont-ils immobiles? Pourquoi ne font-ils rien? Là, je vais vous répondre sur cette question qui est une question importante, qui est une question d'image. Mais je vais d'abord, si vous le permettez, finir de répondre à votre première question. Ce que je veux dire, c'est que les policiers et les gendarmes travaillent, interpellent les auteurs d'infractions, et notamment toutes les infractions les plus graves qui sont des infractions qui créent des émotions très fortes dans la population et de manière légitime, notamment les agressions physiques, les viols, les meurtres. Depuis le début de l'année, je crois que c'est 4 meurtres ou 4 homicides avec des assassinats ou des meurtres et puis un certain nombre de tentatives qui ont été perpétrées. Quasiment tous les dossiers ont donné lieu à des interpellations par les services de police ou de gendarmerie de manière équilibrée. Je crois qu'il y a 2 meurtres ou 2 assassinats en zone police, 2 en zone gendarmerie. Les 4 mises en cause, les 4 auteurs, et parfois auteurs avec un S de ces faits, ont tous été interpellés, mis en examen, et sont incarcérés à Magicavo. Je tiens à le dire parce que ça peut aussi faire partie des éléments pour commencer à rassurer la population. Justement, sur ce point précis, on a vu par exemple à Mtsapéré, c'était une agression en réunion, et au final, on entend qu'il y a un auteur qui a été interpellé et les autres, les complices, sont sous contrôle judiciaire. Alors, pourquoi ne sont-ils pas? Vous allez trouver que je réponds à vos questions avec toujours un temps de réaction. C'est parce que vous réfléchissez, vous allez plus vite que moi. Vous m'en excuserez. Je vais essayer de répondre à votre deuxième question, qui est est-ce que c'est normal que les services de police ou de gendarmerie n'interpellent pas immédiatement des gens qui sont en cagoule avec des armes? C'est une vraie question récurrente et que je vois souvent dans les réseaux sociaux. Voilà, il y a 2 temps. Il y a le temps de l'ordre public, qui est la protection des biens et des personnes, et qui conduit des personnes formées, les services de police et de gendarmerie, les mobiles en particulier, mais la police fait aussi ça, qui s'interposent dans des moments critiques pour protéger les biens et les personnes. Et dans le même temps, parce que il n'y a pas d'opposition entre l'action judiciaire et l'action administrative, dans le même temps, il y a du recueil d'informations qui est fait par les services de police et de gendarmerie qui permettront le plus vite possible, parfois de manière simultanée, mais parfois avec un décalage dans le temps, d'interpeller et de traiter judiciairement. Actuellement, à l'heure où je vous parle, à la mairie, il y a eu des incendies et des émeutes à Kongou au moment du décasage. Bon. À l'heure où je vous parle, j'ai en garde à vue plusieurs personnes à la gendarmerie de Kongou dans le cadre de ces opérations qui avaient conduit à un incendie de la mairie. Voilà. C'est pour vous dire que l'enquête judiciaire, elle se poursuit. Elle n'a pas forcément le même temps que le temps de l'ordre public, mais les deux actions ne sont pas antinomiques et parfois elles sont simultanées. Et donc il ne faut pas opposer l'action des services de police et de gendarmerie qui protègent dans un moment de tension extrême, et puis ensuite l'action judiciaire qui est forcément une action un peu plus lente et décalée, parce qu'il faut recueillir des preuves. Voilà. Vous aviez votre troisième question. Troisième question, oui. Je l'ai déjà oublié. Est-ce que vous pouvez me la redonner? La troisième question, redonner? c'était concernant, notamment, j'ai pris l'exemple de meurtre de Mtsapéré, oui, où les témoignages parlent de beaucoup de personnes. Et finalement, on dit qu'il y avait un auteur qui est en détention provisoire à Magicavo, et les autres? Alors, les autres, vous avez une opération de police qui intervient, qui interpelle
un groupe de personnes qui peuvent être impliquées dans cette affaire. Dans le cadre de ce groupe de personnes, il y en a un qui est manifestement celui qui porte les coups mortels. Et vous en avez d'autres qui sont présents autour et qui sont interpellés, entendus dans le cadre du placement en garde à vue. Et ceux qui ont porté, pas les coups mortels, mais les coups seulement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils ne sont pas en détention que l'enquête ne se poursuit pas. Il y a une information judiciaire. Et dans le cadre de cette information judiciaire, ils ont des statuts. Alors, ça peut être un statut de témoin assisté, c'est-à-dire qu'il y a des charges, mais qu'on ne juge pas suffisantes pour les mettre en examen. Et puis, il peut y avoir des charges suffisantes pour les impliquer dans le cadre d'un procès futur, mais au lieu de les mettre en détention, on estime qu'ils présentent des garanties suffisantes, et aussi parce que leur degré d'implication est un peu moins fort. Allez-y, monsieur Oui, mais il faut que j'explique, parce que vous voyez, la matière judiciaire est tellement complexe qu'on pourrait croire qu'ils étaient plusieurs, il y en a un seul qui est poursuivi, et il y en a un seul qui va en détention. Ce n'est pas le cas. Ils sont tous, aujourd'hui, tous ceux qui étaient présents, ont été mis en examen, font l'objet de l'enquête, et peut-être, à l'issue de l'instruction, ils iront tous devant la cour d'assises, si c'est jugé devant la cour d'assises, pour répondre de leurs actes. Voilà. Et en attendant, ils sont sous contrôle, avec une interdiction de sortir de chez eux, avec une interdiction de rentrer en contact avec la victime ou les familles des victimes. Et ils sont sous un contrôle permanent du service d'insertion et de probation qui veille à cette protection des citoyens. On va écouter Denoura Nkolomainti. Vous savez, monsieur le procureur, la plus grande difficulté avec ces jeunes-là, c'est qu'ils sont en bande. C'est ça aussi le problème. Et moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui, en tant qu'élu de Mamoudzou, en tout cas élu tout simplement, de voir qu'une action a été menée en groupe et que sur une quinzaine de jeunes qui commettent un crime, enfin, en tout cas, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a forcément quelqu'un qui a porté le coup mortel, et qui soit le seul quasiment à être inquiété, alors que les autres, voilà. C'est ça aussi le sentiment d'impunité que la population, à tort ou à raison, a aujourd'hui. C'est ce qu'il faut qu'on puisse combattre, parce que quand tu croises des jeunes, une cinquantaine de jeunes, armés jusqu'aux dents, et qui traversent la ville de Mamoudzou, de part en part, Passamainti, Sunzu, Kaweni, vous savez, ça fait peur. Donc, quand ils sont en bande comme ça, ils ne craignent rien du tout. C'est ça le problème. Moi, je ne sais pas comment on va faire. Moi, je ne suis pas la sécurité. C'est votre... Chaque dossier, monsieur le maire, si vous permettez, chaque dossier est différent. Là, on ne peut pas assimiler ce que vous décrivez, c'est-à-dire une quinzaine de bandes de jeunes avec des chombos ou d'autres armes qui traversent la ville, et le dossier particulier que vous venez d'évoquer, où chaque situation... Là, c'est pas forcément particulier. Moi, je disais l'ensemble du dossier. Et comme vous avez fait le lien avec le dossier précédent, il faut vraiment faire attention. Bien les choses. Et à un moment, il faut se dire, quand on est à l'extérieur, qu'au-delà de l'impression, du ressenti, de la rumeur, il y a une réalité. Et cette réalité, eh bien, qui la connaît? Les avocats, des victimes, de la défense, les magistrats, les policiers, qui ont, eux, le dossier et qui savent quelle est l'implication des uns et des autres. Et il ne faut pas non plus s'appuyer uniquement sur des rumeurs, même si, je le redis... On va faire réagir Djamaldine Djabiri et puis monsieur le maire de Singoni. Ce n'est pas forcément des rumeurs, monsieur le procureur. On est avant tout des citoyens, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un citoyen comme les autres et vous êtes confronté à cette violence. Mais écoutez, moi, avant d'être élu, je suis un citoyen du village et je vois, peut-être que moi, jamais encore agressé, je touche du bois, mais c'est une réalité aujourd'hui. Il ne faut pas penser que forcément ce sont les forces de l'ordre, ce sont les institutions qui ont la réponse à tout. Il faudrait, à mon sens, aller plus loin, peut-être dans les enquêtes d'investigation. Vous n'êtes pas d'accord avec la réponse pénale aujourd'hui, mais on va écouter... Alors moi, je ne suis pas d'accord avec la réponse pénale. Il faudrait Djabiri, on vous écoute. Monsieur le maire, je comprends votre réaction qui est à peu près la même que ceux qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de la police-justice. Il peut y avoir un ressenti. Il y a ce qu'observent les gens, il y a ce qu'ils ressentent. Maintenant, il y a des professionnels de la police-justice qui doivent faire en sorte à ce que la vérité soit manifestée à travers une procédure équitable, contradictoire et tout ce qu'on veut. Ce qui s'est passé à Mtsapéré, effectivement, il y a eu des témoignages. Vous savez, il suffit qu'il y ait des délinquants notoires qui soient autour de l'action pour que toute la population dise il y était celui-là parce qu'ils en ont marre de le voir, puisqu'il est délinquant, justement. Sauf que cette fois-ci, il n'était peut-être pas dans cette action. On ne va pas l'impliquer pour un meurtre. Il est peut-être concerné sur d'autres affaires qui doivent... sur d'autres affaires qui font qu'il forcément il doit répondre de ces affaires. On ne focalise pas forcément sur des faits réels, mais d'autres faits réels qui se produisent dans le village. Maintenant,
sans parler de ces questions de meurtre, parce que M. le procureur disait tout à l'heure qu'il y a eu des interpellés qui sont déférés. Jusqu'ici, tout ce qui est crime, ça n'a jamais posé de difficulté. Et généralement, ils sont interpellés et ils finissent en prison. Mais ce qui motive cette émission ce soir, c'est principalement la violence juvénile, puisque c'est celle qui empêche les habitants de Mayotte de mener une vie normale. On va y revenir. Vous avez posé la question tout à l'heure à M. le maire, quelles sont les raisons de cette violence? Eh bien, moi, en tant qu'ancien policier de terrain, à la BAC, je peux vous donner déjà quelques caractéristiques de cette violence qui sont très inquiétantes. Cette violence-là n'a pas forcément de mobile. Ce sont des jeunes qui agressent gratuitement. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est l'absence d'empathie. Ça n'existait certainement pas à Mayotte il y a quelques années, pour vous qui avez connu Mayotte il y a longtemps. Aujourd'hui, un groupe d'individus lynche un jeune au sol, et lorsque ce jeune devient inactif, il continue quand même à frapper, comme s'il voulait absolument chercher à lui donner la mort. Et justement, quand vous êtes confronté à ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'avait pas ça il y a une dizaine d'années, on n'avait pas forcément ça. Exactement. Et troisième caractéristique, pour finir, c'est que visiblement, ils ont l'impression d'exister à travers ça. C'est vraiment je cogne, donc je suis. Ils font ça gratuitement. Aujourd'hui, quand je venais ici à Maître-Promeur, je suis passé par Kahané. J'ai vu des jeunes avec des combinaisons et des masques qui défient les gendarmes. Simplement parce que les gendarmes sont là, ils ont envie de s'amuser, ils balancent des cailloux. Et on me pose souvent la question, pourquoi les gendarmes et les policiers se contentent de balancer du gaz lacrymogène lors des affrontements? D'abord, il n'y a pas d'affrontement policier et jeune. Comme disait M. le procureur, on est dans un maintien de l'ordre et comme son nom l'indique, c'est pour rétablir l'ordre. C'est le seul objectif du moment. Le but est de libérer, le passage, l'axe routier pour que les usagers de la route puissent circuler, de protéger les établissements scolaires, tout ce qu'on veut. Ensuite, il y a l'enquête qui permet d'interpeller les jours qui viennent les individus qui ont été auteurs de cette violence. Voilà tout ce que je voulais répondre par rapport à la... Mohamed Bakar, vous vouliez réagir? Oui, vous avez posé la question sur les effectifs que nous avons toujours essayé d'améliorer dans le cadre des services de police municipaux. Alors, moi, je pense que je veux dire que, quel que soit le nombre de policiers qu'on y mettrait, si derrière tout ça, il y a l'absence des parents, l'absence des grandes personnalités du village qui interviennent, je ne crois pas que nous, en tant que maire, avec notre police municipale, démunie de beaucoup de moyens, puissent faire quelque chose. La population mahoraise, il y a deux choses qu'ils ne comprennent pas. La première chose, c'est qu'il faudrait que, comme l'a expliqué le procureur tout à l'heure, il y a un temps pour mettre de l'ordre. Parce qu'il y a un passage qui doit être libéré, les gens doivent aller dans leurs préoccupations. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils attendent qu'il y ait une forte mobilisation pour interpeller ces jeunes. Parce qu'on les retrouve les mêmes, qui reviennent sur la même scène, et tous les jours, c'est la même chose. Et donc là, la population a le sentiment d'être abandonnée, comme si l'État, la commune, le département et tout le monde, surtout le procureur, connaissait de dire que ces jeunes ne sont jamais interpellés. En fait, c'est la communication. Aujourd'hui, la communication que le procureur a donnée, ça a peut-être apporté un début de réponse pour dire le temps de mettre de l'ordre et puis le temps de faire des interpellations. Et bien depuis tout ce temps-là, prenons l'exemple de chez vous, Amrireni et compagnie, comment on n'arrive pas à démanteler, à savoir où est-ce qu'ils habitent ces jeunes et aller faire une descente là-bas et prendre tout le monde? Alors, avant de vous laisser la parole, c'est qu'au niveau de la commune, effectivement, nous avons fait des signalements. Parce que nous, on n'est pas de la magistrature. Vous savez où est-ce qu'ils logent ces jeunes? Oui, parce qu'on a envoyé une liste de ces jeunes qui sont là en train de mettre le chaos, surtout les deux villages, et qui empêchent la population de vivre tranquillement. Alors, derrière tout ça, la population, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, effectivement, il y a les forces de l'ordre qui sont là, qui essayent de faire ce qu'ils sont, mais derrière, il n'y a pas une réponse judiciaire forte. Et que les gens attendent qu'il y ait des interpellations, que ces jeunes
soient mis en prison pour éviter de nuire à la Jamaldine Djabiri population. va parler après, monsieur le procureur. On revient vers vous sur la réponse judiciaire. Pour répondre à monsieur le maire, les policiers ou les gendarmes ne veulent pas se baser sur la liste donnée par la population pour interpeller des jeunes et les mettre en garde à C'est vue. la commune qui a fourni la liste. Hein. C'est pas la Si c'est les policiers municipaux, Oui, c'est autre chose. parce que ce sont encore, des agents sermentés. mais encore Oui. faudrait-il qu'il y ait des procès-verbaux et tout ça. Et donc, les policiers et les gendarmes, ils interpellent ces jeunes-là. Vous avez dit pourquoi est-ce que ils n'ont pas assez de renseignements pour aller chercher ces jeunes, mais ils sont interpellés la plupart du temps. Bien sûr, on ne va pas interpeller tous ces jeunes-là. On va vraiment regarder qui c'est qui est reconnu mineur. auteur de l'infraction. D'abord, celui-ci a balancé un caillou envers les gendarmes. Effectivement, celui-là a passé. Mais on ne va pas interpeller tout le monde. Et éventuellement, les meneurs. Et donc, les policiers et les gendarmes interpellent ces jeunes-là. Et qu'est-ce qui se passe après ? Maintenant, sur la réponse judiciaire, vous posez la question. La plupart des gens pensent qu'un jeune qui sort de garde à vue, il est libre, il ne sera pas inquiété. Ça n'est pas vrai. La garde à vue n'est pas une condamnation. On ne peut pas garder un jeune à vitam aeternam en garde à vue. Il doit être mis à disposition de la justice, qui elle-même, à travers l'enquête, parce que des fois, l'enquête prend quand même plusieurs mois. C'est ça qui est regrettable. J'allais venir sur la célérité de la procédure. Et on a eu récemment le nouveau code de justice des mineurs qui permet une certaine célérité sur le traitement. Monsieur le procureur, s'il connaît mieux que moi là-dessus, il pourra donner plus d'éléments. Mais ce n'est pas parce que vous voyez un jeune dehors qu'il n'est pas condamné. Ce qui inquiète, c'est lorsqu'on voit un jeune commettre une pluralité de faits et qu'il arrive à commettre l'irréparable, sans même qu'il ait été jugé pour les quelques délits qu'il a commis auparavant. Donc, il y a une question qui se pose, c'est sur la célérité de la procédure. Et là, c'est une question de moyens, je suppose, pour la justice, monsieur le procureur, peut-être. Justement, on va continuer, hein, mais sur la question de moyens, c'est toute transition, toute trouvée. On va regarder cet extrait de Zakweli de lundi avant-hier. C'était le préfet Thierry Suquet qui était l'invité de Yasmine Jaffar. Et regardez juste ce petit extrait et ensuite on continue le débat. Je suis content de les avoir vus samedi sortir dans la rue avec cette manifestation qui protestait contre la violence avec le maire de Mamoudzou à sa tête. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas eu... Le mouvement de samedi, c'était autre chose. C'était vraiment la population mais générale. pardon. Samedi, ce n'était pas que la population générale, c'est un mouvement qui démarre à Msapéré avec des gens qui se mobilisent pour lutter contre la violence. Et donc, c'est ça dont on a besoin, c'est que les gens s'associent aux actions qui sont menées en protestant contre la violence. Moi, je regrette qu'on n'ait pas eu plus de monde sur cette marche samedi, que Place de la République, on n'ait pas une manifestation qui permette réellement d'affirmer que les Mahorais s'opposent à la violence. Eh bien, vous avez entendu, le préfet Suquet s'exprime donc au sujet de la manifestation de samedi à Mamoudzou. Et c'est bien la première fois qu'on a un responsable de la sécurité publique qui en appelle à une grande mobilisation contre l'insécurité. C'est bien la preuve là que Paris n'entend pas ce qui se passe, le cri des Mahorais. Si le préfet en arrive là, c'est peut-être comme ça qu'on aura plus de moyens ici, Jamaldine. J'ai la réponse parce qu'en tant que policier, les gens me le disent. Les policiers sont les plus exposés, que ce soit face à la délinquance ou face au ras-le-bol des Mahorais. Les Mahorais nous disent qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de faire des marches blanches sans que ce soit suivi des faits. C'est tout simplement pour cette raison. Parce que pour qu'on en arrive là, ça signifie que c'est la seule manière aujourd'hui, c'est la question de moyens. Je voulais en arriver sur la question de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment au niveau de la justice, vous manquez de moyens? Paris n'entend pas ce qui se passe ici? Alors, tous les sujets, on pourrait disserter pendant des heures sur chacun des thèmes que vous nous proposez, hein. Mais oui, on n'a pas le temps. Mais moi, ce que je voulais dire sur la population et la mobilisation de la population, c'est qu'aujourd'hui, moi, je constate que la population, assez bizarrement, parce qu'à la fois, elle est dans la critique de la justice et des institutions, police, gendarmerie, de manière un peu récurrente, mais en même temps, moi, je vois un mouvement de fond aujourd'hui que je vois vraiment monter depuis un an que je suis là, de confiance
de manière très surprenante par rapport au sentiment d'insécurité qui se développe, dans la capacité à accompagner les services de police et de gendarmerie aussi. Les gens ont moins peur d'aller au commissariat, en gendarmerie, pour témoigner et apporter par leur témoignage des preuves qui permettent d'interpeller les auteurs d'infractions. Est-ce que les gens ne rendent pas justice eux-mêmes aussi, plus souvent? Mais je ne sais pas s'ils rendent justice eux-mêmes plus souvent. C'est aussi des questions récurrentes qu'on me pose et à chaque fois je réponds la même chose. C'est qu'à la place qui est la mienne, je ne peux pas donner un quitus ou valider la justice privée. Par contre, moi je vois aujourd'hui qu'il y a des auteurs d'infractions graves qui sont interpellés et qui ont pu être placés en garde à vue et placés en détention magique à veau, simplement parce que la population en a assez et qu'elle va voir la police et la gendarmerie en disant « j'ai été témoin, voilà ce que j'ai vu ». Et je ne me fais pas justice moi-même, je vous accompagne pour que vous puissiez faire justice, mais faites-le. Et on le fait. Vous respirez fort, Nouraï Nomkolo-Maïnki. Parce que ça me chatouille depuis tout à l'heure. En fait, vous parlez de la marche qu'on a fait le week-end dernier. Effectivement, sans paraphraser Djabiri, les gens en ont marre, en fait. Ça fait longtemps qu'on marche, qu'on fait des marches blanches, qu'on interpelle les autorités, mais effectivement, on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Moi, je ne voudrais pas donner le sentiment aujourd'hui comme si on était là pour dire, voilà, on a tout fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites encore. Il faudra qu'on innove dans les solutions qu'on doit apporter à ces gens-là. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous savez que les bandes là en question, on les connaît tous. Il ne faut pas se voiler la face ici, que ce soit la police, que la gendarmerie. Les habitants du village connaissent ces bandes-là. Ils sont formés, ils sévissent tous les jours, à tout moment, à toute heure. Moi, j'ai demandé la dernière fois à un responsable de la police, mais pourquoi, quand un élu, quand un responsable politique, public, a commis une erreur, ou on pense qu'il a commis une erreur, on le met sur écoute, on va jusqu'à le démanteler lui tout seul, alors que tous ces jeunes-là qui sont dans ces faits de violence, pourquoi on n'arrive pas à les infiltrer et faire en sorte qu'on puisse les écouter et travailler en amont. Il faudrait absolument qu'on puisse travailler en amont. À mon avis, je vous assure que si M. le procureur décidait aujourd'hui de dire, voilà, je donne le quitus à la police nationale de pouvoir mettre sur le coup tous ces bandes-là et les renseignements aussi. On est sous-doté en renseignement. Je parle sous contrôle de Djabiri. On est surcoté. Sous-doté. Sous-doté. Oui, sous-doté en renseignement. Donc, il faudrait qu'on puisse monter crescendo notre capacité à infiltrer tous ces groupes-là, comme on peut infiltrer les gens, on va dire, de bonnes familles. Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur, la nouveauté de la délinquance, et notamment la délinquance des plus jeunes. Et vous avez énuméré un certain nombre de critères nouveaux. Bon, il y en a un autre, je pense qu'on partage le même constat, qui n'existait pas il y a 10 ans, c'est le phénomène de bande. C'est vraiment un phénomène nouveau, effectivement, qui est à Mayotte depuis maintenant 4-5 ans et qui monte en puissance. Voilà. Pour autant, là encore, il y a des réponses qui sont apportées. Moi, je voudrais simplement, là aussi, par ce message, dire à la population, il y a des problèmes. On ne va pas tout résoudre tout de suite, on va tout faire pour les résoudre ensemble. Quand je dis ensemble, c'est police, gendarmerie, services de l'État, collectivités locales, et on y travaille. Et on n'est pas opposés les uns aux autres parce qu'on a tous le même objectif. Et il y a des exemples qui ont marché. Il y a un exemple qui est clair, c'est sur Petite Terre, où pendant des mois, on a eu une augmentation très très forte de la délinquance qui a été commise par une bande qui se structurait sur Petite Terre et qui multipliait les actes de délinquance jusqu'à 25 ou 30 délits par jour et qui a été impliquée dans un certain nombre de crimes. Dès lors qu'on a démantelé cette bande et la haute structure de cette bande qui regroupait une dizaine de personnes, on a eu un effondrement de la délinquance pendant de nombreux mois sur Petite Terre. Oui, donc cette stratégie-là qu'on a mis en place sur Petite Terre, on essaye de la dupliquer ailleurs. On est aujourd'hui sur Mirereni-Combani dans la même logique, avec une logique qui est celle d'identifier ceux qui sont les meneurs de ces bandes qui empêchent les gens de vivre de Combani et de Mirereni, parce que d'un village comme de l'autre, la population n'en peut plus et ils sont pris en otage par ces bandes. Ouais. Et vous avez des services de police et de gendarmerie, puisque on est en zone gendarmerie, qui travaillent activement pour démanteler ces bandes. Aujourd'hui, la population commence à collaborer vraiment avec les services de gendarmerie. Jusque-là, les gens ne collaboraient pas. C'est-à-dire que la collaboration, il y a collaboration et collaboration. Nous donner des listes en disant un tel est un délinquant, c'est quelque chose qui n'est pas exploitable. En revanche, nous dire, moi, citoyen,
j'ai été témoin de tel acte de délinquance, et je peux témoigner que c'est bien lui qui a fait ça, c'est un élément de preuve qui nous permet de placer en garde à vue, d'avoir des charges pour reprocher quelque chose à quelqu'un, et puis d'avoir des éléments suffisants pour le faire passer devant un tribunal pour qu'il réponde de ses actes. Vous avez évoqué la question de la justice des mineurs. On a une réforme qui vient d'arriver et qui permet aujourd'hui d'apporter des réponses pénales plus rapides. On va justement y revenir sur la question de... Allez-y, monsieur le maire, après oui. Alors, sur ce point très précis, il y a une évolution sur la mentalité de la population, effectivement, de porter plainte. Mais les gens, aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est quoi? Monsieur le maire, nous, on a peur de dénoncer un tel, parce qu'on dénonce aujourd'hui, mais demain, le lendemain, le gars n'est pas interpellé. Il revient à la charge de celui qui l'a dénoncé. Et que si la justice, aujourd'hui, n'est pas capable rapidement d'interpeller ces gens-là, parce qu'il faut voir, il y a les délinquants et ceux qui soutiennent cette délinquance aussi. Parce que là, les deux parties, on en a dénoncé. On a fait beaucoup de signalements. Quand vous dites ceux qui soutiennent cette délinquance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, parce que ce qu'il y a derrière, c'est quoi? Parce que d'un côté comme de l'autre, c'est comme si on est en train de voir des mercenaires qui viennent dans le village pour aller se battre contre l'autre partie. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Et si ça continue comme ça veut dire que c'est une guerre qui ne finira jamais. Vous ne pouvez pas mettre en place des couvre-feux pour empêcher... Mais le couvre-feu, ça ne tient pas parce que ces délinquants, quand ils ont envie de frapper, ils frappent. Quel que soit, on a mis des caméras partout à Mamoudzou. On a augmenté l'effectif des polices. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des atroces, des crimes qui se... On disait la même chose sur Petite Terre. Et vous voyez, les services de sécurité ont réussi à rétablir une situation qui semblait perdue sur Petite Terre. Voilà, on va faire la même chose. Aujourd'hui, au niveau de Mayotte, vous aviez combien d'enquêtes de ce genre pour démanteler des bandes? Et il y en a à peu près partout, parce que de fait, la délinquance aujourd'hui, elle est quand même assez régulièrement le fait de bandes. Et vous avez la plupart des brigades de gendarmerie au commissariat, des services qui travaillent sur un certain nombre d'actes de délinquance qui sont commis par des bandes. Voilà. J'aimerais bien qu'on regarde encore une fois ces chiffres de l'INSEE sur les ménages, le nombre de victimes de cambriolage ici à Mayotte en comparaison avec ce qui se passe, que ce soit en Martinique ou en Guyane. Souvent, on fait la comparaison Mayotte-Guyane et vous voyez bien sur ces chiffres qui s'affichent sur vos écrans que Mayotte, on est largement au-dessus de tout le monde. Regardez aussi ces autres chiffres sur les menaces avec armes blanches. Ici à Mayotte, vous allez voir que c'est très récurrent également, les menaces avec armes blanches. Et puis, ces derniers chiffres sur les mineurs impliqués dans des cas de vol ou agression. Et on va s'attarder sur notamment ces deux derniers points. Les mineurs impliqués dans des cas de vol ou d'agression. Quelle justice aujourd'hui pour ces mineurs? On a l'impression, et je ne fais que porte-parole, j'ai envie de dire, de ce que l'on peut entendre dans la rue, mais parce qu'on est mineur, on n'est pas forcément condamné, il n'y a pas forcément de justice pour les mineurs, il y a une espèce de sentiment d'impunité pour le coup. Avant de laisser peut-être répondre, M. le procureur, je voulais quand même réagir sur ces chiffres. Encore une fois, c'est des chiffres qui sont en deçà, et ça, ce n'est pas du fait de l'INSEE. C'est carrément du fait de la population mahoraise. On le disait tout à l'heure, que la plupart du temps, les gens ne vont pas porter plainte. Donc, du coup, on est considéré, peut-être au niveau de Paris, mais les Mahorais se plaignent, mais en fait... Même en ne portant pas plainte, on est quand même au-dessus de exactement. Mais imaginez que si tout le monde... Moi, j'ai été victime de cambriolage, je n'ai jamais porté plainte, parce que je l'ai fait une fois. À l'époque, ça n'a pas donné lieu à des poursuites, alors qu'on avait identifié la personne. Voilà, ça remonte il y a 15 ans. Donc, du coup, je ne porte plus plainte. Mais maintenant, je vais le faire. Et j'appelle les Mahorais dans leur ensemble à ce que tous les jours, ne serait-ce qu'une banane volée chez soi, qu'on ait porté plainte. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, quand Paris verra, si on passe de 60 à 90% d'augmentation, ou 100% ou 120%, ben là, à mon avis, il y aura une considération un peu plus forte et on sera pris en compte au niveau de Paris par rapport à nos doléances. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous savez que depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé
des vraies raisons, en fait, qui font que ces jeunes-là sont dans cet état-là. On n'a pas pointé du doigt la responsabilité familiale. Aujourd'hui, il est clair que l'État, les collectivités locales, on peut rien faire si les parents en question ne sont pas... qui sont dans des phénomènes de bande, vous dites on ne pointe pas du doigt, mais la semaine dernière, on avait parlé déjà. Est-ce que tous ces jeunes ont des familles? Est-ce qu'on n'a pas, parce qu'on parle notamment du côté de Tingoni, il y a des villages d'enfants. Est-ce que c'est un fantasme de gens qui racontent n'importe quoi? Il y a des villages d'enfants qui font ce qu'ils veulent et personne ne les maîtrise. Je finis un petit peu alors, vous posez la question si tous ces enfants-là ont des familles. Bien sûr, je ne dis pas qu'ils ont un père ou une mère, mais chaque enfant qui est sur ce territoire est rattaché à une famille. Donc, il ne faut pas penser que tous ces jeunes-là sont des jeunes immigrés qui sont là, voilà. Non. Il faut s'enlever de la tête cette façon de voir les choses. Donc, et quand on passe comme ça, donc on donne quitus à ces gens-là d'agir de manière délibérée. Moi, je pense qu'il va falloir, encore une fois, identifier ces jeunes-là, on les connaît tous, après, qu'on puisse, nous, les services municipaux, qu'on puisse travailler en amont, parce qu'on fait des choses dans la commune. Et nous, donc, vous connaissez les familles dans les communes? Bien sûr, on connaît. Mais M. Djabiri, tout à l'heure, disait qu'on ne peut pas, comme ça, sur une liste, d'appréhender des jeunes, parce que peut-être qu'ils sont signalés comme étant délinquants. Non. On ne le fait pas parce qu'on le fait, parce qu'il y a des témoignages qui sont derrière. Mais charge maintenant à la police d'amener l'enquête pour savoir quelle est la part des choses. C'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que sinon, la plupart des jeunes-là vont nous passer à travers les mains. Vous avez raison, seulement nous avons la chance d'être dans un pays où la police et la justice fonctionnent avec des lois. Il y a le législateur a prévu des lois et on est obligé de nous y conformer. Je vais revenir sur cette délinquance. Si on veut rendre cette émission utile, il y a deux choses. D'abord, informer la population. On ne peut pas laisser croire, monsieur le maire qui était un ami en dehors de cette émission, que la police et la justice peuvent faire comme ils veulent pour éradiquer la délinquance. Non, ils sont soumis à des lois. Il faut qu'on travaille ensemble, d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est de parler aussi de ce qui ne va pas. Parce que les solutions ne viendront pas que de ceux qui sont autour de cette table. Monsieur le procureur ne s'occupe que du volet judiciaire. Mais il y a des réponses qui doivent être amenées par des politiques. Donc il faut dire, qu'est-ce qui manque à Mayotte? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le profil de ces délinquants? Sur quoi faudra-t-il lutter? Justement, quel est le profil avant de lutter contre la délinquance? Parce qu'avant qu'un individu devienne délinquant, il y a quand même des phases qui précèdent cette délinquance. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra lutter contre quel phénomène pour éviter d'en arriver là? Djamaldine Djabiri, on entend souvent les policiers dire, et je n'ai pas envie d'opposer la justice et la police, mais dire qu'aujourd'hui, vous arrêtez ces jeunes, mais ils sont relâchés tout de suite après. Vous les arrêtez, ils sont relâchés. En un mois, on peut avoir un jeune qui a été arrêté 10, 20 fois, il a été relâché. Il y a quand même eu des évolutions, disait monsieur le procureur. Aujourd'hui, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, lorsqu'ils sont majeurs, du moins, ils ont il y a systématiquement une suite. Il peut y avoir une COPJ. Mais pas forcément ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, mais dans le cas des cambriolages, d'agressions envers les citoyens. Ils sont déférés. Lorsqu'il s'agit de mineurs, notamment dans les attroupements armés, on parlait d'attroupements armés tout à l'heure, c'est quand même problématique parce que s'agissant de mineurs, ils ont souvent affaire au juge des enfants. Et là, la réponse pénale qui est apportée n'est souvent pas à la hauteur de ce qu'on attend, puisque les policiers, comme les gendarmes, interpellent souvent les mêmes individus pendant des années. Ce n'est pas juste sur quelques mois. Pendant des années, pour qu'au final, des fois, on se retrouve dans des situations, dans un drame, comme on a pu voir à M'Tsapéré. Mais moi, ce que je voulais dire, tout à l'heure, je parlais de rendre utile cette émission. On va pouvoir, comme disait le procureur, disserter pendant des heures sur chaque sujet. Je parlais des phénomènes qui précèdent cette délinquance. Pourquoi jusqu'à maintenant, depuis que l'émission a commencé, nous n'avons pas parlé de la lutte contre l'immigration clandestine? Nous savons pertinemment que lorsqu'il y a des gens qui rentrent illégalement,
Je ne parle pas de l'immigration régulière, attention, l'immigration irrégulière. Lorsqu'il y a des gens qui rentrent illégalement, en masse, forcément, on va se retrouver à un moment donné avec une certaine délinquance importée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi qui ai été en bac, la plupart du temps, quand on interpellait les jeunes concernés, c'était souvent des jeunes issus des bidonvilles. Alors parfois ils sont français. Ils sont nés à Mayotte, mais souvent, ils sont aussi clandestins. Est-ce que renforcer la lutte contre l'immigration clandestine, c'est une proposition? La renforcer considérablement. Il ne s'agit pas de mettre un bateau en plus. Est-ce que ce n'est pas indirectement lutter aussi contre la délinquance? Bien sûr. Mais c'est ce qui n'a pas... Est-ce que, je reviens, j'ai l'impression de me répéter, mais la semaine dernière, on avait parlé de ça, de la lutte contre l'immigration clandestine, où on expulsait les parents et les parents qui disaient non, je n'ai pas d'enfant, et le fonctionnaire en face, il n'a pas forcément les moyens d'aller vérifier si la personne a un enfant ou pas, et elle est expulsée, elle laisse l'enfant sur le territoire. Ouais, c'est le drame. C'est ce qui rend compliqué la tâche des policiers et gendarmes. Vous savez que les mineurs sont Monsieur le procureur, mais je veux qu'on revienne sur cette histoire de justice des mineurs. Aujourd'hui, parce que la justice française dit quand on parle de mineurs, il faut aussi une réponse éducative derrière. Mais quand on voit la violence de ces jeunes, est-ce que cette réponse éducative est appropriée? Il n'y a pas qu'une réponse éducative. Dire la justice aujourd'hui ne fait que de l'éducatif. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas dit que c'est ce que vous aviez dit. Mais quand on parle d'impunité permanente des mineurs qui commettent des actes de délinquance, c'est pas aussi simple. Parce que vous avez deux niveaux de réponse. Vous avez un premier niveau de réponse qui est un niveau éducatif, qui doit être le premier niveau, parce que vous n'avez pas que des voyous qui sont perdus et qui ne reviendront jamais dans le droit chemin. Et moi, je vois souvent des enfants qui ne sont pas issus de l'immigration et où dont les deux parents sont mahorais, qui commettent aussi un jour des infractions. C'est la première fois. Ils volent un téléphone portable ou ils se battent avec des camarades. Voilà. Et on a à peu près 3000 actes de délinquance, 3000 plaintes qui reviennent au parquet par an, qui sont commis par des mineurs. Et sur ces 3000 délinquants, puisqu'ils ont commis des actes de délinquance, ce sont des délinquants, vous n'avez pas 3000 mineurs extrêmement dangereux et irrattrapables. Voilà. Et sur les mineurs extrêmement dangereux, alors donc, la réponse, elle est graduée. C'est-à-dire que pour les faits les moins graves, on essaye d'avoir une réponse systématique aujourd'hui. Une réponse systématique pour pas que, justement, il y ait ce sentiment d'impunité pour ces plus jeunes. Pour cette réponse, elle est coordonnée avec les juges des enfants et un service spécifique qui est le service de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. On développe aussi depuis 6 mois avec l'ensemble des collectivités de Mayotte des conventions de rappel à l'ordre et des conventions de transaction. J'ai déjà 6 communes qui les ont signées. C'est pour les faits les moins graves. Mais les faits les moins graves qui finalement enquiquinent la vie des gens et donnent l'impression aux mineurs qu'ils peuvent être dans un sentiment d'impunité. J'ai déjà 6 communes qui les ont signées, qui permettent au maire, qui est un OPJ, de recevoir dans son bureau le mineur qui a commis des actes de délinquance les moins graves avec les parents. Est-ce que c'est dissuasif? C'est le premier niveau. Je dis bien, c'est le premier niveau. Et de la même manière, les communes développent des travaux d'intérêt généraux, comme d'ailleurs le commissariat, pour faire que ces jeunes qui ont commis des premiers faits et qui ne sont pas encore ancrés dans la délinquance, eh bien, répondent pour la collectivité de leurs actes en donnant du temps pour la collectivité. Et souvent, ça marche. Ils ne recommencent pas. Et sur les cas les plus graves? Et les cas les plus graves, ils sont soit déférés devant un juge d'instruction. Encore hier, je crois que c'est un mineur qui a 17 ans qui a donné un coup de machette à un habitant d'Aime-Sapéré. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Il a été déféré par le parquet devant le juge d'instruction dans le cadre d'une ouverture d'info. Et aujourd'hui, il est à Magicavo. Et je n'ai aucun état d'âme, qu'il soit mineur ou majeur. Quand on commet des faits graves, sa place, c'est d'être exclu un temps de la société pour protéger la société. Et je n'ai aucun état d'âme. La question des prisons pour mineurs, on en entend parler, des politiques qui ont fait cette proposition. Vous en pensez quoi? Alors, aujourd'hui, on a un quartier mineur à Magicavo. Combien de personnes? 30 places. Et c'est totalement... Ça dépend des moments dans l'année.
depuis le début de l'année, on a été de 5 mineurs occupants jusqu'à 30 par moment. Et aujourd'hui, on doit être à 16 ou 17 à l'heure où je vous parle. Et si ceux dont j'ai demandé le placement en détention tout à l'heure, dans le cadre de l'affaire Mireille Rény, Combani, sont placés en détention, on va être à 20 mineurs détenus. Les mineurs qui commettent des faits graves partent en détention. Et puis, vous avez toute une série de mineurs qui commettent des faits graves et pour lesquels la réponse éducative simple de premier niveau n'est pas suffisante. Et ceux-là sont soit déférés directement devant le parquet et présentés immédiatement devant un juge, ou vont avoir une convocation devant un juge avec leurs parents pour répondre de leurs actes. Et la nouvelle loi qui est aujourd'hui en vigueur permet d'aller plus vite. C'est-à-dire que dans le délai de 2 mois, après la sortie de garde à vue et la convocation qui est faite devant le juge, dans le délai de 2 mois, ils sont jugés sur leur culpabilité. Et les victimes sont présentes et obtiennent déjà une décision sur leur indemnisation. Et passé un délai de quelques mois, qui est au maximum de 6 mois, le juge revoit ce jeune pour savoir ce qu'il est devenu dans les 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, il a un suivi par la PJJ pour savoir s'il est revenu dans le droit chemin ou pas. Et c'est au bout des 6 mois qu'on va prononcer la peine en tenant compte de son évolution, parce qu'il est sous le regard de tous. Vous avez entendu le procureur parler, ça nous explique aussi, ça nous éclaire également sur le fonctionnement de la justice. Maintenant, en tant qu'élu de proximité, de terrain, pour vous, quelle serait la solution aujourd'hui pour apporter la paix pour vos administrés? Alors, merci, monsieur le procureur, parce que vous avez expliqué le fonctionnement de la justice. Mais nous, en tant qu'élus de proximité, ce qu'attend la population aujourd'hui, la paix, la tranquillité, la stabilité et la sécurité. Voilà ce qu'ils ont envie de voir aujourd'hui. Et ils ne dissocient pas l'immigration avec l'insécurité. Les deux, ça va ensemble. On l'a vu plusieurs fois, des bateaux. S'il y a Mayotte, les gens peuvent rentrer comme ils veulent. Pendant que, comme ils veulent, ils sortent à Mayotte comme ils veulent, eh bien, ça veut dire que c'est insécurité. C'est là où on aurait aimé avoir les services de l'État également avec nous. C'est déjà une infraction. Demande, c'est quoi? C'est déjà une infraction. Premièrement, c'est de stopper l'immigration clandestine à Mayotte. C'est vraiment, on ne va pas dire au procureur que c'est la faute au procureur parce que l'immigration clandestine, les gens qui rentrent ici... Le contrôle aux frontières, c'est pas lui. Voilà. Deuxièmement, renvoyer les personnes qui sont en situation irrégulière. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Oui, mais quand on renvoie 10, il y a 30 qui rentrent ou 100 qui rentrent. Ça veut dire qu'on ne fait pas vraiment le travail. Et troisième chose, il y a les cartes de séjour qu'on délivre à Mayotte ici, mais ces cartes de séjour ne permettent pas aux gens de quitter ce territoire. C'est comme s'ils sont en prison à Mayotte, et nous, ce qu'on veut, c'est un peu décharger Mayotte. Si demain, on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on pourrait... Et puis, quatrième chose, les délinquants qui sont jugés à Mayotte. Aujourd'hui, ce qu'on veut, j'espère, avec les élections présidentielles, quelle que soit la personne qui sera le nouveau président de la République, c'est que les élus de Mayotte doivent demander à ce que la coopération policière et judiciaire fonctionne entre les deux États, entre l'Union de Comores et les pays de la zone de l'océan Indien. Ceux qui ont commis des délits à Mayotte, qui sont jugés ici, aillent purger leur peine dans leur pays d'origine. Ça, c'est aussi une piste. Et donc, Est-ce que vous en avez encore beaucoup? Non, je termine par ça. Parce qu'il y a plusieurs solutions. Je termine par ça, et vraiment par ça. Alors, les maires, nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de cette délinquance et cette immigration clandestine dans nos communes. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous possédons toutes les communes, il y a le plan local d'urbanisme. Et c'est le document qui définit les endroits où on peut construire et là où on ne peut pas construire. Et donc, quand il y a des bangas qui se multiplient dans des endroits où il ne fallait pas construire parce que ça présente un danger, ça dénature la nature de ce territoire, l'environnement qui est dégradé, nous, si on ne fait pas de gestes, ce n'est pas la population qui va faire le geste. Parce que derrière tout ça, c'est quoi? Quand il y a des clandestins qui arrivent à Mayotte, c'est qui les accueille? C'est la population qui les accueille en premier.
Et en plus, c'est l'État maintenant à Kombani. Ceux qui arrivent dans le territoire à Mayotte, et surtout qui ont le Covid, on les amène pour être enfermés à Kombani, sans contrôle, et ils repartent le lendemain pour rentrer dans leurs familles respectives. Tous les clandestins qui arrivent à Mayotte aujourd'hui, on trouve des logements embroilés, et c'est là où on le met. Ça veut dire que la population et l'État accueillent les clandestins à Mayotte. C'est le préfet qui délivre la carte de séjour, ce n'est pas le maire. Parce que derrière tout ça, quand il y a des soucis, je prends par exemple, je ne termine pas ça. Je prenais un exemple. Le maire n'a pas compétence pour le transport scolaire. Il faut pas que votre exemple soit trop long. Je vais aller très vite. On n'a pas cette compétence. C'est une compétence du conseil départemental qui a été donnée à une entreprise X et la responsabilité incombe à qui? C'est lui qui transporte les élèves d'un point A à un point B, mais quand il y a des soucis, on connaît que le maire. Nous, on est fatigués. On va écouter les solutions des autres parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ça veut dire que c'est le maire, on ne parle que le maire. Ça sera juste Alors, une question. Le maire, le procureur, le maire et le procureur, parce que le procureur, il n'y a pas de réponse judiciaire rapide. Et le maire, parce que le maire, Alors, je vais repartir. Ça va être lui. Oui, parce que la question s'adressait aux élus et ensuite vous, et puis on laissera le procureur parler. Alors, en fait, moi, je suis quasiment d'accord avec l'ensemble de ce qu'a dit monsieur le maire. Je vais seulement rajouter deux choses importantes qu'on n'a pas évoquées depuis tout à l'heure. C'est un centre éducatif fermé, on n'en a pas ici. Même aucun centre éducatif. Ça, c'est une anomalie dans notre département. Donc, il va falloir vite que toutes les personnes, tous les parties, les composantes puissent se saisir de cette affaire-là. La demande a été faite. Le département est en train de travailler dessus, mais en tout cas, jusqu'à présent, ça n'a pas été fait, c'est une anomalie. Mais je reviens surtout sur une chose très importante, si vous le permettez, madame. Les naissances à Mayotte, on n'en parle pas. Mais quand vous savez que je suis, entre autres, le président du conseil de surveillance du CHM, et moi, quand on me donne les chiffres aujourd'hui, j'ai le vertige. Quand est-ce qu'on pourra faire en sorte que ces naissances puissent baisser? Vous savez, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut mettre toutes les politiques publiques... Mais comment faire, sans vous couper, mais comment aujourd'hui faire une politique de planning familial à destination d'une population étrangères qui arrivent, les chiffres de l'INSEE le montrent, 80% des naissances, ce sont des femmes qui viennent de l'extérieur. Comment appliquer une politique de limitation de naissance? C'est ça le problème. Moi, je me souviens que dans les années 80, au début des années 80, 81, 82, 83, on disait 1, 2, 3 basses. Aujourd'hui, il se trouve que nos populations sont mélangées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à les empêcher de rentrer sur Mayotte. Donc, on fait des enfants à tour de bras. Aujourd'hui, il se trouve que le CHM est dans une saturation pas possible. On est la première maternité d'Europe. Si on n'arrive pas à faire en sorte que ces chiffres baissent, à mon avis, on aura beau faire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut faire, on n'y arrivera pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Dernière chose, sur le cadre des séjours territorialisés. Vous ne voyez pas que c'est une anomalie que seul Mayotte ait ces cartes des séjours territorialisés? Vous êtes DLR, non? Vous êtes dans une majorité LR à la mairie de Mamoudzou. Ce sont les sénateurs LR qui bloquent actuellement. Non, pas du tout. C'est pas une question. Les sénateurs LR bloquent actuellement. On n'est plus sur l'insécurité. Non, là c'est sur l'insécurité, puisqu'on parle de naissance, des cartes de séjour. Quand on maintient une population, on va dire... on va être là jusqu'à quand? On va être à 200 000, 300 000, 400 000. Pourquoi aujourd'hui seul Mayotte est dans cet état-là? Regardez Mohamed Bakar et dites-lui de parler au niveau des sénateurs. Non, mais je ne peux pas être d'accord parce que on a toujours non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais ce sont les sénateurs qui ont bloqué récemment encore la question. Moi, je ne vais pas indexer... mais ce n'est pas une réalité. Non, mais on ne va pas indexer tel parti politique. Mais ça n'a pas commencé avec d'autres aussi. C'est une question régalienne. Si le Quai d'Orsay aujourd'hui, si le ministère de l'Intérieur aujourd'hui ne décide pas de changer la loi, ça ne se fera pas. Moi j'ai une question, puisque nos deux maires parlent beaucoup de l'immigration clandestine, de séjour. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à faire en sorte que vos polices municipales coopèrent avec les services de police et de gendarmerie pour que vos administrés qui comprennent vos électeurs
et qui participent à l'aide au séjour irrégulier soient inquiétés par la justice. Ça fait partie des solutions. Est-ce que vous êtes prêts? Et comment? Parce que non, mais je vous pose la question parce qu'il en va de votre mandat, du renouvellement de votre mandat. Est-ce que vous êtes prêts et vous pouvez vous engager ici à coopérer avec les services de police? Pour appuyer sa question, il est en train de dire que notamment dans les communes de Mamoudzou, Koungou, il y a Ouangani aussi, je crois que c'est qu'aujourd'hui on a une population d'origine étrangère qui est majoritaire. Donc les enfants de ces personnes votent, ces personnes ont un poids politique aujourd'hui et vos élections, comme il dit... ça, c'est pas une réalité, les gens Mais si, c'est une réalité. Mais quand je parlais le PLU tout à l'heure, le respect du PLU, ça veut dire quand je vais attaquer le PLU, je saisis le tribunal, mais derrière, aujourd'hui, j'ai toutes les associations, CIMAD, je ne sais pas quoi, et machin, tout ça, qui sont derrière moi. Je prends le cas concret de Tsingoni, où on avait toujours demandé à ce que l'effectif des classes soit à 25 et maximum à 27. Mais il y a une décision de justice qui tombe, et nous, on est obligé d'appliquer la décision de la justice. Mais c'est qui a donné les attestations d'hébergement à cette population? C'est la population de Mayotte qui a donné. Et derrière, ils viennent dire que c'est le maire qui a gonflé l'effectif des classes et machin. Nous, on est prêts, on n'en a jamais peur et on travaille avec la police. Mais la seule chose, c'est que la population dise, c'est qu'il y a un retard. C'est vraiment une réponse judiciaire. C'est ça le problème. Vite fait. Et comme dénoncer ça, après, je les donne gens, la parole oui. à monsieur le procureur. Prendre des décisions, oui, mais il faut que la justice suive derrière, Parce que qu'il y ait une rapidité sur la OPJ, justice. Il n'y a que des OPJ autour de cette table, d'ailleurs. Oui, mais vous êtes moi, je l'ai déjà dit dès le départ. Vous Là. aussi, monsieur le maire. Oui, Non mais soyons sérieux, cette affaire-là. Je crois que la sécurité des Mahorais n'a pas de prix. Oui. Alors, vous me posez la question en me regardant dans les yeux, si on voudrait que toutes ces populations-là soient inquiétées, bien sûr. Moi je ne fais pas... je ne vais pas faire en sorte que... Donc la question, c'est allez-vous faire en sorte, concrètement... J'ai compris la question, j'y viens. Vous savez que le maire de Mamoudzou a demandé aujourd'hui à ce que quand on donne les titres de séjour, que le maire soit consulté. Vous le savez, ça? Oui, mais ce n'était pas ma question. Je parle d'infraction. Hein. Demander un titre de séjour, ce n'est pas une infraction. Je parle de l'aide au séjour irrégulier par vos administrés, notamment vos élections. Je vois là, mais très rapidement, parce qu'il faut vraiment que j'écoute les solutions proposées par le Je vois là où il veut en venir. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure. Je dis simplement que les élus locaux... On l'a dit tout à l'heure. Pour vous, les élus... L'ensemble de la population, toutes les strates de la population mahoraise est concernée par cette délinquance. Par cet état de fait, l'État, les collectivités locales, la population, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je veux dire, je n'ai aucun état d'âme aujourd'hui si on vient m'interpeller parce que j'héberge un clandestin chez moi. Il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème en soi. Mais d'ailleurs, si on ne passe pas par là, à mon sens, on n'aura pas la réponse aux questions qu'on se pose. On vous écoute. Le thème de l'émission a un peu dévié. Vous l'avez remarqué. Puisqu'on est passé du sentiment d'insécurité à la délinquance juvénile, et puis on revient... Mais c'est l'insécurité, la délinquance juvénile est forcément dedans. Forcément dedans. On revient ensuite au problème d'immigration que vous soulevez. Moi, je voudrais juste faire quelques remarques. Je ne suis pas le porte-parole du préfet. Et j'espère que s'il regarde cette émission, il ne s'en offusquera pas. Et il ne s'offusquera pas de quelques mots que je vais dire à ce sujet. C'est simplement pour vous dire qu'à la place qui est la mienne, moi je vois une mobilisation extrêmement forte de l'ensemble des services de l'État pour lutter contre l'immigration. Chacun porte le jugement qu'il veut sur les résultats. Mais en tout cas, moi je vois une action extrêmement forte de l'État pour lutter contre l'immigration, avec des reconduites à la frontière dont les chiffres sont communiqués régulièrement et qui sont parlants. Donc je voulais juste apporter quand même cette réflexion. Vous avez dit l'immigration clandestine et ça ne relève pas de la compétence du procureur. C'est vrai, c'est pas mon cœur de métier. Pour autant, je veux aussi vous dire que les services de police et de gendarmerie, dans leur action judiciaire, travaillent au quotidien sur les filières d'immigration clandestine,
avec des affaires qui sont résolues. Peut-être que je ne communique pas assez et que la police et la gendarmerie ne communiquent pas assez sur les résultats. Mais de manière extrêmement régulière, nous avons des réseaux qui sont démantelés et qui donnent lieu à des poursuites et des condamnations. Et nous travaillons depuis 1 an en lien avec les collectivités locales sur les reconnaissances aussi frauduleuses de paternité, avec des pères qui ont reconnu parfois 10 ou 15 enfants qui ont été convoqués devant le tribunal et qui sont venus libres et sont ressortis entre 2 policiers ou 2 gendarmes et qui purgent des peines de 2 ans d'emprisonnement à Magicavo. Nous sommes aujourd'hui dans une action forte sur les activités qui sont faites par ceux qui sont en situation irrégulière. Et nous poursuivons et nous avons engagé depuis le début de l'année, notamment avec le commissariat, des contrôles réguliers, inopinés sur les conducteurs irréguliers de taxis ou de scooters. Et vous voyez, cette action-là est une action collective que nous menons encore, sur laquelle il faut peut-être qu'on communique un peu plus et qui montre à la population qu'on ne reste pas les bras ballants en se disant il y a de la sécurité, on ne fait rien. Tout le monde travaille. Et vous avez, monsieur le maire, évoqué l'aspiration de la population à plus de sécurité. Je vous le dis avec toute la sincérité qui est la mienne, je n'aspire qu'à ça. Et je peux vous assurer que l'ensemble des policiers, des gendarmes de l'île de Mayotte, chaque jour, s'investissent pour plus de sécurité dans cette île, et ils savent qu'ils ont tout le soutien du parquet et de la justice qui ne travaillent avec eux que dans le même sens. Est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui de policiers et de gendarmes, Djamaldine Djabiri? Alors, si on se base par rapport aux chiffres standards, comme on peut voir en métropole, on vous dira qu'on a assez de policiers. Si on se base sur la spécificité mahoraise, avec cette violence juvénile qui quand même a une récurrence très inquiétante, qu'on voit nulle part ailleurs, je l'ai rappelé tout à l'heure, notamment sur la gravité des faits constatés, il n'y a pas assez de policiers. L'une des principales mesures qu'il faudrait prendre en compte, c'est mettre plus de bleu, entre guillemets, comme on dit, plus de bleu sur la voie publique. Mais aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Si on avait les moyens... on n'en a pas les moyens? Est-ce qu'il n'y a pas de volonté de le faire? Parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Et on n'en a pas les moyens. C'est ce qui Pourquoi on n'envoie pas plus de policiers qui viendraient Il existe ce qu'on appelle les forces mobiles de sécurisation. Ce sont les CRS pour la police nationale et les gendarmes mobiles pour la gendarmerie. Il se trouve que les CRS ne viennent pas à notre mer depuis 1993. Seuls les gendarmes mobiles font ce travail-là à notre mer. Nous avons 2 escadrons mobiles, d'après ce que j'ai compris, si j'ai bien écouté le préfet, à Mayotte. Est-ce que le phénomène qui se passe actuellement n'exige pas qu'on demande un escadron supplémentaire? Donc pour vous, ce n'est pas suffisant? Un escadron supplémentaire, au moins le temps de retrouver le calme. Ça bien sûr, ce n'est pas la solution pérenne, mais partout en métropole, lorsqu'il y a le feu, on envoie les CRS pour calmer les choses, le temps de trouver une solution pérenne. Est-ce qu'ici à Mayotte, par rapport à ce qui se passe en ce moment, ça n'implique pas de faire appel à un escadron, voire même deux de plus? Est-ce que ce qui se passe à Mayotte, parce que si ça s'était passé, je vais prendre l'exemple de Lyon, par exemple, parce que ça avait fait l'actualité il y a quelque temps, ou Nice, est-ce que si ça s'était passé là-bas, est-ce qu'on aurait ce silence de l'État, j'ai envie de dire, sur ce qui se passe? Là encore, on est ici à Mayotte et on interprète, on suppute ce que peut penser Paris de la situation à Mahoraise. Moi, je peux vous assurer qu'il y a une vigilance et une attention toute particulière des autorités de l'État sur la réalité mahoraise, qui est une vraie préoccupation. Voilà. Après, je peux pas rentrer dans un discours politique parce que c'est pas mon rôle. Moi, ce dont je peux vous assurer, c'est que dans mon ministère, qui est celui de la justice, le directeur des services judiciaires est venu la semaine dernière passer plusieurs jours à Mayotte, nous a témoigné pas uniquement de son soutien par des mots, mais d'un renforcement de nos effectifs, de la priorisation qui est celle de Mayotte pour les affectations de magistrats en sortie d'école, parce qu'il y a des besoins partout, et il nous a assuré qu'on aurait des renouvellements de nos effectifs, que ce soit en magistrats et en greffiers. La question du CEF que vous évoquez est là encore un sujet qui est récurrent et qui est porté par nos chefs de juridiction, qui sont portés par les chefs de juridiction, par les chefs de cour, jusqu'au plus haut niveau à la chancellerie. Il y a une vraie attention
de l'ensemble des pouvoirs publics sur la situation mahoraise. Voilà. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je pense qu'il nous reste à peu près 5 minutes. 5 minutes, c'est ce qu'il nous reste. Monsieur, vous qui êtes élu à la mairie de Mamoudzou, Mtsapéré, toujours bloqué aujourd'hui. Comment débloquer la situation pour vous à votre niveau? Alors, oui, effectivement, ça fait plusieurs jours qu'on a des problèmes, vous le savez. On a fait des réunions, on a reçu les gens de Mtsapéré, on a reçu les gens de Vaïbé, pour ne parler que d'eux. On a fait des réunions, on a fait des propositions. On est là aussi pour être médiateur dans cette affaire-là, parce que, vous savez, avec notre petite police municipale de 42 agents, on ne va pas, on va dire, charger les gens pour leur demander de partir. Nous, la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est effectivement les écouter et essayer de compatir à leur douleur, parce que c'est une douleur. Ces gens-là, ils ne sont pas là seulement parce qu'ils ont envie d'être là, parce qu'ils en ont marre, la population mahoraise en a marre aujourd'hui de subir les affres d'un certain nombre de gens qui sont là sans foi ni loi et qui terrorisent la population. Le maire de Mamoudzou parle souvent de terrorisme. Mais effectivement, ce sont des terroristes. Vous savez que dans le national, récemment, on a parlé d'un jeune qui a été tué par la police, en tout cas par les forces de l'ordre, parce qu'il avait un couteau. Vous savez? Et si on devait faire ça chez nous, si on devait en tuer 1000 par jour, parce que ces jeunes-là, ils traînent avec des couteaux, avec des chameaux. Vous avez vu dans les journaux... soyez concis, parce qu'il ne nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Là, je suis concis, mais j'ai dit les choses tel que je les ressens. Je suis là aussi en tant qu'historien aujourd'hui. Moi, j'ai des enfants. Tous les jours, quand je vais au boulot à Dzaoudzi, je pense à mes enfants. Est-ce qu'ils ne vont pas lui arriver quelque chose? Et ce n'est pas seulement moi. Aujourd'hui, j'ai la faculté, la possibilité de, on va dire, garder mes enfants. Et tous ceux qui sont dehors, là, qui ne peuvent pas le faire. Donc, il faut penser à eux. Donc, aujourd'hui, nous, on demande juste à la population de Mtsapéré, de se calmer, de pouvoir discuter avec les autorités. Vous savez qu'actuellement, où je vous parle là, le maire de Mamoudzou est à Vaïbé pour essayer de trouver des solutions sur des choses comme ça. Donc, la mairie de Mamoudzou est au premier plan pour lutter contre ces genres d'incivilités et donner une réponse à la population. Maire de Tsingoni, vous avez entendu le procureur avec les réponses apportées par la justice. Est-ce que vous êtes un peu plus confiant, on va dire, pour régler les problèmes dans votre village, dans votre commune, pardon? C'est toujours bien de communiquer. C'est juste à rassurer que tout à l'heure, quand j'ai rendu hommage aux policiers, aux gendarmes, c'est une réalité. Hein, parce que s'ils n'étaient pas là, ça veut dire qu'on allait partir en guerre civile. Alors, dans Tsingoni... 1 minute, hein? Oui, dans Tsingoni, je parle simplement. Je voudrais appeler vraiment à la responsabilité des parents et des personnalités du village. Parce que je sais que le jour où la population de Mirereni et celle de Kombani, chaque parti appelle à ses enfants pour leur dire que ça suffit, on n'en veut plus de ça. Je sais que cette guerre va finir. Il y a un temps où la justice doit prendre ses responsabilités pour apporter des réponses judiciaires, mais le temps qu'il passe aujourd'hui, c'est de mettre de l'ordre. Alors, il faut que les parents interviennent, s'impliquent pour que la justice puisse faire son travail derrière. Jamaldine Djabiri, plus de moyens pour les policiers? Plus de moyens, j'arrêterai pas de vous le dire. Ça fait partie de mon rôle de représentant du personnel. D'abord parce que les policiers ne sont pas suffisants sur le terrain. Ils subissent beaucoup. Ce sont les premières victimes de la violence de bande. Même quand ils doivent aller interpeller, ils subissent aussi des violences. C'est pour ça que j'étais souvent à expliquer à la magistrature, pas seulement du parquet, mais aussi du siège, que ces personnes qui sont mises à disposition de la justice ne sont pas interpellées sans prise de risque par les policiers et parfois avec beaucoup de blessures. Monsieur le procureur fait parfaitement bien son travail, mais il n'est pas juge, il ne condamne pas à des peines d'emprisonnement. Je voulais juste le rappeler. Je pense qu'on a compris à travers cette émission que toutes les solutions ne doivent pas venir de la police et de la justice. Il y a des solutions qui sont politiques. Vous parliez de coopération avec les Comores, qui dépend du Quai d'Orsay. Il y a des solutions aussi qui tiennent de la population. Tous ceux qui hébergent des personnes qui rentrent illégalement je vais aussi. devoir vous couper. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que cette émission a été utile parce que ça permet
au procureur et à moi-même de donner un peu plus d'éléments sur la façon dont on travaille. Mais sur les solutions apportées, ce n'est pas que le volet judiciaire que les Mahorais doivent regarder. Monsieur le procureur, les Mahorais ne portent pas beaucoup plainte aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux Mahorais qui subissent, qui vivent cette insécurité? J'ai pas grand-chose à dire. Parce que les mots que je pourrais porter, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'ils soient entendus. Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai dit en propos liminaire, c'est que je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt en leur disant que l'insécurité n'existe pas. Je veux juste leur dire qu'on la vit tous ceux qui habitent Mayotte, moi comme les autres. Moi, les gens qui vivent avec moi, les gens qui travaillent avec moi, la vivent et me la font remonter au quotidien. Et peut-être que même je la ressens de manière encore plus forte parce que je suis le point vers lequel toutes les plaintes remontent. Et donc, au quotidien, je peux mesurer la gravité de la situation. C'est une certitude. Par contre, moi, je voudrais aussi insister sur ce point, parce que c'est pas en s'accusant les uns les autres que on va faire avancer les choses. C'est pas en accusant les collectivités locales, la police, la gendarmerie ou la justice que les choses vont avancer. Je crois qu'il faut qu'on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être en le disant, en l'expliquant mieux. Et la justice a sa part de responsabilité dans peut-être son défaut de communication, que je veux bien le porter, sur tout ce qu'on fait et qui permet d'améliorer les choses, et pour dire aux gens, il y a des choses qui marchent. Et il faut pas être désespéré par la situation, parce qu'on peut démanteler des bandes, on peut les mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de retrouver la tranquillité. On l'a vu dans certains secteurs de l'île, j'espère qu'on va le retrouver ailleurs, à Mirerény et compagnie. On y travaille actuellement avec des interpellations, des placements en garde à vue. Et puis je voudrais aussi dire que la jeunesse de Mayotte, et là peut-être un propos un peu politique, la jeunesse de Mayotte, c'est son avenir, et moi je pense aussi à tous ces parents qui sont inquiets, dont vous avez parlé, mais tous ces parents qui aussi ont des enfants, qui sont des enfants qui vont à l'école, qui suivent des études, qui ont des projets. Et c'est aussi vers eux qu'il faut que nos regards se tournent pour avoir aussi un peu d'espoir et positif. Merci beaucoup, Yann Lebris, d'être venu ce soir dans le plateau du Kalawadala. C'est bien une première ici d'avoir procureur. Merci à vous d'avoir fait ce déplacement. On aurait voulu avoir également les services de l'État avec nous aujourd'hui pour apporter un peu plus d'éclairage, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, on espère que ça vous a permis peut-être de vous réconcilier avec la justice et de comprendre un peu le fonctionnement de la justice de notre pays. Merci beaucoup à vous d'avoir été les invités de Kalawadala ce soir. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Très bonne soirée avec La Première.